émission spéciale Salon Sport Santé et APA. Signé Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport? Bienvenue dans cette deuxième émission spéciale du Salon Sport Santé, activité physique adaptée signée Et si on parlait de sport? Un rendez-vous inédit créé en 2025 et organisé par les associations Le Mouvement pour tous et NG Sport Santé avec une ambition forte, mettre en lumière le rôle essentiel du sport dans notre santé et notre quotidien. Ouvert à la fois aux professionnels et au grand public, ce salon sport santé et activité physique adaptée est porté par Nadine Garcia, engagée depuis de nombreuses années pour faire du mouvement un véritable outil de prévention, d'accompagnement et de mieux-être. Dans cette émission, nous sommes allés à la rencontre d'acteurs engagés et de professionnels passionnés, de personnalités inspirantes et de témoins de terrain qui font avancer le sport santé chaque jour au plus près des besoins de chacun. Alors installez-vous confortablement, montez le son et bienvenue dans cette deuxième émission spéciale du Salon Sport Santé et Activité Physique Adaptée. En première mi-temps, nous avons reçu Gaëlle Hermé, ancienne capitaine du 15 de France de rugby, enseignante en activité physique adaptée et marraine du Salon Sport Santé et APA. Avec elle, nous avons parlé des bienfaits du sport, de son parcours au plus haut niveau et de son engagement en faveur du sport santé. Puis nous avons retrouvé Franck Safron, directeur de Coach Sportif Academy, pour évoquer l'évolution des métiers du coaching, la formation des professionnels de demain et le rôle essentiel du sport dans la prévention et l'accompagnement vers une meilleure santé. En deuxième mi-temps, nous avons accueilli Jean-Michel Raymond, spécialiste reconnu de l'activité physique adaptée, qui nous a expliqué comment le mouvement peut devenir un formidable levier de prévention, de rééducation et d'amélioration de la qualité de vie. Et pour conclure cette émission, nous avons retrouvé Nadine Garcia, présidente du Salon Sport Santé et Activité Physique Adaptée. À notre micro, elle a dressé le premier bilan de cette édition et est revenue sur les temps forts de ces deux journées, les rencontres marquantes, les échanges entre professionnels, associations et grand public, mais aussi sur les ambitions qui portent cet événement unique. Une occasion de mesurer le chemin parcouru, de rappeler les enjeux majeurs du sport santé aujourd'hui et d'évoquer les perspectives d'avenir pour faire du mouvement un véritable acteur de santé au service de tous et de toutes. Et c'est parti pour une deuxième émission spéciale du Salon Sport Santé Activité Physique Adaptée, signée Et si on parlait de sport? Allez, tout de suite, place à la première mi-temps avec Gaëlle Hermé et Franck Safron. Et si on parlait de sport? Première mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport? Et pour débuter cette première mi-temps, nous recevons une personnalité majeure du rugby français, une sportive engagée sur le terrain, mais aussi dans le domaine du sport santé, Gaëlle Hermé, qui est internationale française, ancienne capitaine du 15 de France féminin, joueuse du Stade toulousain, championne de France, vainqueur du Grand Chelem 2018. Gaëlle possède aussi l'un des plus beaux parcours du rugby féminin français, mais au-delà du haut niveau, elle est aussi ergothérapeute et enseignante en activité physique et adaptée, engagée au quotidien pour faire du sport un véritable outil de santé et de bien-être. Et cette année, elle est la marraine du Salon Sport Santé et APA de Toulouse. Gaëlle, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, ravi d'être là. Alors Gaëlle, on va bien sûr, avant de parler du sport santé, on va revenir un peu sur ton parcours. Le rugby, c'est une évidence depuis toujours. Oui, complètement. J'ai débuté le rugby très très jeune. Je suis issue d'une famille 100% rugby. J'ai 3 frères. Mon père a joué, donc forcément, je pense que je pouvais que baigner dans ce milieu, même si j'ai essayé d'autres sports. J'ai voulu très vite m'y mettre parce que pour moi, c'était une évidence, tout simplement. C'était familial, c'est un. Ouais, c'est ça. À force de passer les bords, d'être sur le bord de terrain, regarder mes frères jouer ou jouer au rugby dans le jardin, chez mes parents. Enfin, voilà, j'ai voulu le faire et depuis, j'ai jamais quitté ce sport. Alors tu as porté le maillot du 15 de France 63 fois, si mes comptes sont bons. Oui. Été capitaine de l'équipe de France de 2017 à 2022. C'est ça. Alors quand on repense à ce parcours, qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? C'est un parcours riche d'émotions parce que déjà c'est un honneur de représenter son pays.
C'est un honneur de pouvoir porter le brassard de capitaine, voilà, pendant autant d'années, d'avoir eu autant de confiance de mon pays, de mon staff, de mes coéquipières. Et puis tout simplement toutes les émotions vécues à travers les titres, les victoires, les défaites aussi, parce que voilà, ça fait partie du parcours. Je pense que c'est quelque chose d'assez fort, que ce soit en club ou même à l'international. Hein. Les deux sont similaires par les émotions vécues, mais voilà, c'est vrai que ça a été des moments incroyables et j'espère pouvoir en vivre d'autres par la suite. Alors le rugby féminin a énormément évolué ces dernières années. Vous avez vu cette progression de l'intérieur ? Oui, complètement. Mais je fais partie un petit peu de la première génération où des contrats professionnels ont été mis en place en 2018 avec, pour commencer à professionnaliser les filles qui étaient internationales. Ce qui est un peu différent à l'heure actuelle, c'est qu'on reste quand même amatrice dans les clubs. Donc on a un côté un petit peu de statut amateur encore en club et certaines filles qui sont internationales, elles, ont un statut professionnel. Donc voilà, c'est là encore un petit peu l'ambivalence dans le sport, dans le rugby féminin. Et c'est vrai qu'on a vu l'évolution, j'ai vu l'évolution aussi médiatiquement avec les stades qui se remplissaient, les gens qui venaient nous voir. Voilà, c'est aujourd'hui le dernier match de destination France-Angleterre au stadium Matmut Atlantique. Voilà, j'allais vous en parler. 35 000 personnes quand même. C'est impressionnant. Et quand on voit aussi en Angleterre, ce qui se passe oui, quand on va en Angleterre, c'est là-bas, décuplé. C'est extraordinaire. Et puis le plaisir, moi je dois le dire, c'est que le plaisir, je pense qu'il y avait un côté masculin qui disait les filles, mais pas du tout. Là, j'ai vu du jeu, j'ai vu des choses hyper agréables. En fait, on reste scotché quand on voit ces matchs de rugby féminin. Oui. Et je pense qu'il faut le dire parce que les gens sont peut-être encore timides là-dessus, mais regardez les matchs. Complètement. Nous, c'est ça qu'on leur dit en fait. Venez nous voir jouer, vous allez voir, ça reste du rugby. Hein. Ça reste du rugby. Ah, puis ça joue vraiment. C'est ça, exactement. Alors, ça joue. C'est une finesse, c'est un petit peu différent. Oui, c'est du rugby un peu aéré en fait. Mais puis il y a une vitesse, une rapidité. On amène ce petit côté féminin dans cette pratique qui se veut masculine de base, mais ça reste quand même du rugby. Il y a quand même des impacts, il y a quand même des contacts. Enfin voilà, ça peut rester virulent, mais ça joue. C'est ça. Nous, notre jeu, c'est un peu le jeu à la française, quoi. Ce côté French flair dont on parle depuis des lustres. Mais c'est de faire vivre ce ballon et de jouer dans les espaces. Enfin voilà, il y a une réelle évolution aussi parce que le jeu au pied a beaucoup évolué. C'était très critiqué avant aussi parce qu'on disait les filles, elles n'ont pas de jeu au pied, elles n'ont pas de force de frappe. Il y a pas. Aujourd'hui, ça a quand même bien évolué, quoi. Même sur les transformations, il y a eu du mieux parce que ça complètement. passe. Oui, c'est ça. Il y a de plus en plus de réussite. Bien sûr. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de moyens aussi qui sont mis en place pour nous permettre de gagner en efficacité sur notre technique. Voilà, donc Alors, le petit regard que vous avez eu cette année, là, c'était plus en spectatrice, on va dire, de ce dernier tournoi à destination, où jusqu'au bout, on les a portés, on aurait aimé qu'ils gagnent. Oui. Comment vous avez vécu ce tournoi à destination qui était beau dans l'ensemble ? Oui, complètement. Il y a eu, je pense que le bilan a été fait, que ce soit par les coachs ou par les joueuses qui l'ont vécu de l'intérieur, mais c'est vrai que les premières mi-temps à chaque fois de chaque match étaient parfois un petit peu compliquées, et les deuxièmes mi-temps étaient incroyables en fait. Et ce match contre l'Angleterre, en fait... Ouais, c'est à l'image en fait du rugby féminin actuel où il y a beaucoup de volume de jeu, où c'est impressionnant et on aurait aimé, on aurait vraiment aimé qu'elles puissent gagner. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit problème psychologique chez nos filles quand même ? Non, je pense pas parce que... Le fait de ne pas avoir battu ces Anglaises, est-ce que ça ne bloque pas ? Il n'y a pas une barrière Je pense pas que ce soit une barrière psychologique. Pour moi, la barrière, elle est plutôt sur le retard qu'on a, nous, par rapport aux Anglaises. Dans le rugby féminin, c'est-à-dire que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau infrastructure, elles ont un peu plus de temps d'avance sur nous, sur le développement du rugby féminin dans leur pays. Et nous, là où le gros travail doit être fait, c'est dans les clubs pour nous permettre justement de rattraper ce retard-là. Parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, les filles qui sont sur le terrain, c'est des guerrières. Elles sont prêtes à tout. Franchement, elles sont impressionnantes. Et ce retard, il vient de là. C'est pas tant psychologique parce que, oui, il y a, je sais, plus de 20 défaites contre elles aujourd'hui. Mais c'est pas ça, parce qu'aujourd'hui, on se base pas sur ça. Mais c'est plus sur le retard un peu qu'on a, nous, en France, sur le développement du rugby féminin. Vous avez toujours mené de front carrière sportive et études. Pourquoi était-ce important pour vous d'avoir continué vos études ? C'était important pour moi parce que déjà, je savais que je pourrais pas vivre du rugby après. Tout simplement parce que voilà, aujourd'hui, même si j'ai eu la chance d'être sous contrat pendant des années, de pouvoir vivre à l'instant T du rugby, aujourd'hui, quand ce contrat il se termine,
il faut pouvoir jongler sur autre chose. Et moi, ça a toujours été important pour moi d'avoir ce double projet, mais aussi pour avoir un certain équilibre, parce que ça me permettait aussi de sortir du contexte rugby, d'avoir autre chose à côté, d'avoir aussi de garder un pied dans la vraie vie, parce que c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, quand on est dans un sport collectif, dans une équipe, on vit un peu en vase clos. Et en fait, des fois, on a moins conscience de la réalité de ce qui se passe dans la vraie vie, parce que des fois, on commence à travailler tard, on sort tard des études. Et donc, pour moi, c'était un vrai équilibre de garder un pied dedans. Et alors, justement, les filles ne sont pas préparées à ça, parce qu'au football, on commence à avoir de la formation. Est-ce que vous, dans le rugby, est-ce que vous en êtes déjà à ce stade-là? Est-ce qu'on prend en charge un peu toutes ces filles qui sont à haut niveau? Est-ce qu'on les aide pour la suite? Oui, on les aide. C'est important le message à faire passer. Oui, complètement. C'est un message qu'on essaye de faire passer aux jeunes, leur dire en fait, oui, bien sûr, le rugby a évolué, il y a des contrats qui se mettent en place, donc les filles ont envie de jouer au plus haut niveau, ont envie d'être professionnelles, et tant mieux, c'est ce qu'on veut, mais il faut quand même garder en tête d'avoir ce double projet et de vouloir préparer notre avenir, parce qu'en fait, aujourd'hui, le rugby ne nous permet pas de l'assurer. Donc ça, c'est très important, mais aujourd'hui, que ce soit dans les clubs ou par la fédération, il y a des moyens qui sont mis en place pour nous permettre de mettre en place finalement ce double projet et de le réussir. Aujourd'hui, vous êtes enseignante APA. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce domaine, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ce que c'est l'activité physique adaptée? Oui, tout à fait. En fait, déjà, ce que nous, on a vraiment un côté très éducation, c'est-à-dire qu'on vient vraiment essayer d'accompagner les personnes. Alors forcément, c'est des publics assez spécifiques. Ça peut être des publics qui vont avoir des problématiques de santé, type maladie chronique, affection de longue durée, des personnes seniors, personnes âgées dans les maisons de retraite, des personnes qui veulent reprendre une activité physique parce qu'elles ne savent pas comment faire après un arrêt prolongé, des femmes qui sont enceintes ou en postpartum. Voilà, il y a un large public qu'on peut toucher, même les enfants. Et nous, le but, c'est de les accompagner à pratiquer de l'activité physique de façon sécuritaire, de façon bienveillante, en répondant à leurs besoins et à leurs objectifs, et tout ça dans un cadre de santé, pour améliorer leur santé, améliorer leurs conditions physiques. Et surtout, ce qui est important de retenir, c'est qu'on ne recherche pas de la performance, on recherche vraiment un bien-être, on cherche vraiment à améliorer leur santé et leur quotidien et leur bien-être physique et mental. Et ça, c'est très important de le souligner. On parle énormément du sport comme médicament. Est-ce que vous sentez que les mentalités évoluent ? Oui, complètement. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'activité physique, sans parler forcément de sport, de discipline sportive, mais vraiment l'activité physique en elle-même, c'est quelque chose qui est important. Mais déjà pour notre propre santé, on le voit de plus en plus. On incite les gens à bouger, on les incite à aller marcher, à jardiner. Voilà, ça fait partie d'activité physique aussi. Il n'y a pas que le sport, il y a aussi tout ce qu'on va faire dans notre quotidien. Et aussi à pratiquer un sport pour d'autres choses. Mais en tout cas, c'est des mentalités qui commencent à changer, et surtout, on se rend compte de l'état critique un petit peu de la population actuelle, et on veut vraiment pouvoir améliorer les conditions physiques et les conditions de bien-être de ces personnes, parce que aujourd'hui l'activité physique est un des meilleurs médicaments, et ça permet justement aussi de pouvoir soutenir les traitements médicaux, même de pouvoir parfois mieux les ingérer, ou en tout cas mieux les supporter. Donc ça a vraiment des apports thérapeutiques on va dire essentiel pour les personnes. Et actuellement, tu t'es complètement engagé dans cette nouvelle profession ? Oui, complètement. Le passage est fait, ça y est. C'est ça, oui. Là, toujours depuis un regard sur le rugby, mais... Toujours, je joue toujours, donc toujours le regard sur le rugby, c'est toujours mon objectif, bien sûr. Mais j'ai commencé à développer mon projet professionnel, parce que voilà, je suis aussi plus vers la fin de ma carrière, donc ça, j'en ai conscience, et c'est important pour moi. Et depuis un an, je me suis lancée à temps plein dans cette activité-là, et je suis à mon compte. Ouais. On peut te trouver donc quelque part, enfin un peu de promo. Oui, tout à fait. Ouais, je travaille dans un studio, ça s'appelle le studio AV Concept au Pont Jumeau à Toulouse, voilà. Avec ma collègue Sarah Albinet, qui est enseignante APA et qui m'a offert l'opportunité de pouvoir travailler avec elle. Et on la salue, et en même temps, voilà, si les personnes qui sont intéressées, on peut retrouver Gaëlle Hermé dans cette nouvelle profession. Tu es la marraine aussi cette année du salon Sport Santé APA à Toulouse. Pourquoi avoir accepté ce rôle ? Je l'ai accepté déjà parce que pour moi c'est un sujet qui me tient à cœur, de par mon projet professionnel forcément, mais aussi de par mon côté sportif que je peux avoir avec le rugby. Je trouve que c'est un salon qui nous permet de regrouper pas mal de professionnels, de rencontrer des gens et de pouvoir partager. Voilà. Et pour moi c'était un honneur quand Nadine Garcia elle m'a contacté pour l'être. Ça a été un honneur de pouvoir le représenter, parce que l'année dernière j'avais déjà pas pu venir à ce salon parce que j'avais match pour changer et je m'étais fait la promesse cette année de pouvoir venir, et quand elle m'a demandé d'être la marraine, c'était une évidence pour moi de dire oui.
Quel regard portez-vous sur ce type d'événement comme ce salon ? Je trouve que c'est une belle promotion pour du coup l'activité physique adaptée, le sport santé. C'est une belle promotion parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les enseignants APA, qui ne savent pas ce que c'est. Et aujourd'hui, ça permet vraiment de pouvoir... j'ai fait le tour un peu de tous ces stands-là et de pouvoir partager avec les différents professionnels qui sont là. C'est une vraie richesse. Ça permet vraiment de croiser un petit peu les regards, de croiser nos compétences pour l'amélioration, toujours, on va dire l'amélioration du quotidien des personnes qu'on accompagne. Parce que finalement on a tous le même objectif, c'est d'accompagner du mieux possible ces personnes-là. Et je trouve que c'est une superbe initiative parce que ça met vraiment en avant le sport santé et l'activité physique adaptée. Quand tu rencontres des personnes qui sont éloignées du sport, qu'est-ce que tu essayes de leur transmettre en priorité ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, le sport, ça leur passe au-dessus, ils ne comprennent pas l'intérêt. C'est souvent toutes ces personnes-là qui ne se rendent pas compte que ça peut les C'est aider. ça. C'est pour ça que je disais au tout début, il y a un vrai côté d'éducation auprès de ces personnes-là, même avant de vouloir venir pratiquer, c'est vraiment de les sensibiliser, de leur réexpliquer et surtout de leur dire, parce que le terme sport, il peut faire peur, pardon. Il peut vraiment faire peur à certaines personnes et c'est un lapsus mais qui est vrai dans la tête des gens. Exactement. Souvent, quand on parle de sport, les gens pensent de suite performance. C'est ça. Et en fait, c'est là où, du coup, notre rôle en tant qu'enseignant APA, c'est de les sensibiliser sur ça en leur expliquant, mais là, c'est juste pour des bienfaits de votre santé à vous. C'est-à-dire que si vous avez envie de pratiquer une activité physique dans un club, une association, tant mieux et allez-y. Mais avant ça, on peut vous accompagner dans une démarche de pouvoir vous y accompagner et de pouvoir pratiquer vraiment dans un cadre sécuritaire qui sera totalement adapté pour que vous vous sentiez en confiance et puis surtout leur faire prendre conscience que ça a des effets vraiment bénéfiques pour leur santé. Le sport peut aussi jouer un rôle sur le plan mental ? Oui, complètement, oui. Moi, je le vois à mon niveau, à moi. Ça a des effets vraiment positifs sur l'aspect psychologique et mental. Et puis, quand j'accompagne des personnes, il y a vraiment toute cette notion d'estime de soi, de confiance en soi. En fait, de pratiquer de l'activité physique, ça nous permet de nous sentir mieux, de nous sentir alignés, de nous sentir équilibrés, de se sentir bien, parce que ça libère en fait aussi des endorphines. Et cette hormone-là, elle nous permet aussi de nous sentir mieux après les séances. Et oui, forcément, ça joue beaucoup. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites, notamment aussi sur tout ce qui est dépression, burn-out. Et c'est pour ça que pratiquer de l'activité physique, quelle qu'elle soit, et au rythme que les personnes ont envie d'avoir, ça nous permet vraiment d'améliorer l'aspect mental et physique. Et dans ton parcours personnel, qu'est-ce que le rugby t'a apporté en fait ? Beaucoup de choses. Beaucoup. Je pense que j'en oublierai, mais je pense que la principale, c'est que ce sport m'a vraiment permis de m'affirmer en tant que femme, de m'affirmer en tant que personne. Ça a beaucoup guidé ma vie. Ça m'a permis de faire des choix, de prendre des décisions. Ça m'a confrontée à l'échec. Ça m'a confrontée au doute. Et en fait, à chaque fois, ça a été une leçon. Et le rugby, du coup, m'a vraiment appris ça et m'a vraiment accompagnée au-delà de tout ce qu'on peut vivre, les émotions, les moments de joie, tout ce qu'on vit sur et en dehors du terrain. Mais je pense que c'est vraiment... Pour moi, c'est un peu c'est ce qu'on apprend à l'école de rugby. On dit que le rugby, c'est un peu l'école de la vie, mais c'est vrai parce que ça nous amène dans un cheminement de vie. Quand on va sortir de ce contexte-là, en fait, ça va vraiment nous accompagner toute notre vie sur nos prises de décision, sur nos choix qu'on va faire, sur les doutes ou les remises en question qu'on va pouvoir avoir. Et en fait, moi, je trouve que c'est vraiment formateur. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime le plus ? Dans le rugby ? Ou de manière générale ? Aujourd'hui, j'ai ce... Parce que tu as vécu les deux côtés, donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant d'avoir ton point de vue. Ouais, je pense que aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, à l'instant T, ce qui m'anime, c'est d'allier ce double projet entre ma vie professionnelle en tant qu'enseignante APA et mes objectifs sportifs, parce que là, on arrive sur la fin de saison et on a un objectif de remporter le titre avec le club. Donc il y a ces deux objectifs-là qui se confrontent l'un à l'autre et c'est hyper stimulant parce que je reste quand même malgré tout quelqu'un de compétitrice. On le sent. Ouais, non. Donc moi j'ai toujours besoin de me challenger, d'avoir des objectifs de vie, d'avoir des objectifs sportifs et je pense que voilà, c'est ça aujourd'hui qui m'anime. Merci beaucoup Gaëlle, on sent cette passion qui émane et c'est intéressant et c'est ce qu'on aime faire passer à l'antenne. Merci d'avoir partagé ton parcours, ton engagement et ta vision du sport santé. C'est important aussi de cette petite notion, on passe de la performance au sport santé, bien faire comprendre aux gens qu'on peut être sportif de haut niveau mais on peut aussi être intéressé à faire comprendre qu'il faut simplement bouger tout simplement et en profiter. Ancienne capitaine du 15 de France, joueuse internationale, enseignante APA, marraine du salon sport santé.
Voilà, vous incarnez parfaitement cette idée d'un sport qui dépasse la performance pour devenir un véritable outil de santé, d'inclusion et de bien-être. Voilà, merci beaucoup Merci à d'être vous. venu à l'antenne. Et à très bientôt. À bientôt. Et on va dire bonne chance pour le titre. On croise les doigts. Ça se joue bientôt. Dernier match de poule ce week-end et du coup après on attaque les demi-finales mi-juin. Bon alors on va pousser en mêlée derrière. Merci. Voilà, après avoir évoqué le rôle essentiel de l'activité physique adaptée avec Gaël Hermé, place maintenant à un autre acteur engagé du sport santé et de l'accompagnement humain, Franck Safron. Et dans cette deuxième partie de notre émission spéciale du salon Sport Santé et APA, nous allons parler coaching, formation et évolution des métiers du sport avec un invité qui participe activement à la professionnalisation du secteur, directeur de Coach Sportif Academy et partenaire du salon. Franck Safron accompagne les futurs coachs sportifs avec une vision moderne du métier où la santé, le bien-être et l'humain occupent une place centrale. Franck, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Alors, on va parler avec toi, tu vas nous faire découvrir ton univers et avec Léa, on va t'interroger pour comprendre comment ça fonctionne. Avec grand plaisir. Comment est née l'aventure Coach Sportif Academy et votre envie de former les professionnels du sport de demain? Alors c'est une histoire longue. Il faut savoir que la Coach Sportif Academy est le pôle formation de la société Domicile Gym. Domicile Gym est spécialisé sur le coaching sportif chez les particuliers. Et donc l'idée est née en 1993 avec deux de mes associés sur les bancs de la faculté, sur les bancs de STAPS à Toulouse, où dans le cadre de mémoire sur la sociologie, on a eu à réfléchir sur la pratique des Français, pratique sportive. Et on s'est aperçu qu'en France, on pratiquait moins que dans certains pays, notamment les pays scandinaves, et on a cherché à savoir pourquoi. Et plusieurs constats sont apparus, le manque de temps des Français, le manque de motivation, le manque de structure adaptée et le manque de personnalisation. Voilà, donc en réfléchissant à ces quatre aspects, on a décidé de monter Domicile Gym et le coaching sportif chez les particuliers. Et de là, naturellement, on a commencé à recruter, on a salarié des gens, on a salarié des coachs, et puis petit à petit, on s'est orienté vers un modèle de franchise, où on franchise maintenant des coachs indépendants qui s'installent seuls. Et donc de là est née l'idée de former les coachs au plus près des besoins des clientèles domicile. Alors aujourd'hui, justement, c'est la question que je voulais je te coupe, mais c'est important. Comment tu définirais aujourd'hui le rôle d'un coach sportif moderne? Parce que effectivement, là, tu es déjà lancé, mais on peut revenir à cette vraie question, parce qu'on entend parler partout du coach sportif et tout. Alors comment toi, tu définirais un petit peu ce coach sportif moderne? Le coach sportif moderne, il est pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'il y a XX années, le coach sportif, c'était uniquement le coach qui transposait des activités sales chez les particuliers. Et le coach moderne, c'est beaucoup plus que ça. C'est un spécialiste des activités physiques fitness, mais c'est aussi une personne qui va pouvoir, dans sa boîte à outils, avoir plusieurs compétences qui permettent de répondre à des objectifs variés des clients. Et donc, du coup, le coach sportif est amené à aller sur le plan de la nutrition, la préparation mentale, sur un tas d'aspects sur lesquels il n'allait pas avant. On sort de l'image, effectivement, tu l'as un peu dit, du coach sportif qui venait à la maison, qui était quand même réservé une certaine caste, on va dire, si je peux me permettre. On s'imaginait ça pour les gens. Mais en fait, aujourd'hui, le coach sportif moderne, c'est le monsieur qui va vers tout le monde. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, à la base, le coaching sportif à domicile, surtout quand on l'a créé, c'était quelque chose qui paraissait donc assez élitiste. Les stars avaient un coach, les chefs d'entreprise avaient un coach, et maintenant, effectivement, c'est quelque chose qui s'est démocratisé beaucoup plus, notamment avec le service à la personne, qui a ouvert quand même un champ large, et donc qui a ouvert ça à une clientèle un petit peu plus modeste, entre guillemets, pas réservée donc à une certaine élite. Non, parce qu'on veut faire du sport, c'est bien, mais comment? Parfois, on a envie de faire des choses, mais si on n'a pas conseillé, on peut faire aussi des erreurs, on peut se blesser, on peut pas partir comme ça. Les gens qui veulent faire du sport sans être forcément affiliés dans une association, et en fait, ils se disent comment faire. Et souvent, il y a des erreurs, d'où l'intérêt, je pense, d'avoir des coachs sportifs modernes. Surtout à la base, je pense qu'effectivement, avec les messages actuels qui prônent beaucoup la pratique de l'activité sportive à titre préventif ou à titre réhabilitatif, et avec l'émergence des réseaux sociaux et des médias qui donnent accès à l'activité physique et sportive, il y a beaucoup d'erreurs faites. Donc effectivement, quand on commence une activité physique, il est primordial effectivement de bien s'entourer pour asseoir de bonnes bases et pouvoir en fait avoir une pratique sécuritaire et efficace. Donc c'est important de préciser cette information-là. Oui. Le sport santé prend une place de plus en plus importante. Est-ce une évolution que vous observez dans les formations? Oui, beaucoup. Quand on a créé Domicile Gym en 1993, on était parti sur l'utilisation de l'activité physique comme moyen de prévention et de soins, mais c'était trop tôt. Et depuis effectivement un certain temps, depuis les années 2000,
on a replacé effectivement l'activité physique comme un moyen essentiel de prévention et de réhabilitation de certaines pathos. Et donc le sport, considéré d'ailleurs comme une thérapie non médicamenteuse par l'OMS en fait, a toute sa place effectivement en termes de forme de santé. Oui, et il est placé actuellement sur ce plan-là. Oui. Alors quelles sont selon vous les qualités indispensables pour devenir coach sportif? Je mettrais en premier lieu l'empathie. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une qualité essentielle pour un coach. Il faut être tourné vers l'autre, il faut observer, il faut s'adapter en permanence et il faut avoir envie d'aider les gens autour, de les accompagner, de les guider. Le coaching ne concerne plus uniquement la performance physique aujourd'hui. Plus du tout. Plus du tout. Alors, bien que dans la tête des gens, un coach sportif, c'est une personne qui s'occupe d'une équipe sportive. Le terme a été employé un petit peu partout. Mais non, on a, et on le voit nous en fait chaque jour à travers nos coachs en fait, c'est des objectifs qui sont très variés. C'est des objectifs qui vont de la forme mieux-être, la reprise d'une activité physique et sportive, par le passage par des objectifs esthétiques, des objectifs forme santé, des gens qui veulent se prévenir de certaines pathologies ou qui veulent utiliser l'activité physique pour se soigner aussi. Et il y a la performance sportive qui arrive aussi. Donc on est sur quatre axes d'objectifs et plus un seul comme avant. Ouais. Comment les gens viennent vers vous? Comment on déclenche le fait d'aller voir le coach sportif? Comment ça se passe? C'est un long parcours. Faire appel à un coach sportif et s'octroyer les services d'un coach sportif, c'est pas comme passer devant une chocolaterie ou une pâtisserie, on sent un bon croissant qui descend. C'est cette démarche qui m'intéresse. Comment on fait cette démarche? Parce qu'on est toujours, on m'enlèvera pas ça de l'idée, l'image du coach sportif encore aujourd'hui c'est là-haut quoi. Comment on peut les faire venir vers vous de manière plus simple en disant mais si, c'est aussi pour vous? Il y a le prix qui fait aussi quoi maintenant. Ça veut dire qu'effectivement à l'origine, il n'y avait pas de service à la personne, donc ça veut dire que le coût était élevé, entre guillemets quoi, en fait, même si l'apport est énorme. Maintenant, avec toutes les aides qu'il y a, les services à la personne, les mutuelles qui s'engagent aussi, donc avec des remboursements de ces séances, le service devient plus abordable aussi, donc c'est ce qui pousse les gens à avoir un coach aussi. Quels sont les principaux enjeux du sport santé aujourd'hui selon vous? Il est énorme. Avec la sédentarité actuelle qu'il y a, qui est de plus en plus grandissante, les adolescents qui restent plus assis sur les chaises par rapport à avant. Avant, on jouait tous au foot, on trouvait une petite bille, on trouvait quelque chose à faire en permanence. Là, maintenant, effectivement, les jeunes sont moins actifs. Et puis, il y a l'émergence de certaines pathologies qui arrivent, notamment, je pense, au diabète, qui est un fléau actuel, et qui est quelque chose qui peut être contré par une activité physique régulière, par une hygiène de vie. Et donc l'activité sportive a toute sa place pour justement effectivement en fait amener de la santé aux gens. Donc le sport, je pense, ira de plus en plus et s'intégrera de plus en plus dans une optique forme santé. Alors je vais parler un peu de coach sportif académie. Oui. Comment vous préparez les futurs coachs à ces nouvelles problématiques? Comme j'expliquais tout à l'heure, le coach moderne, c'est un coach multifacette, multicompétences. Donc ça veut dire que dans les formations que l'on propose à nos coachs franchisés du réseau ou à des coachs externes, on essaie d'avoir en fait un panel de formation qui touche à toutes les compétences que doit avoir un coach. Le coach doit avoir en fait en sa possession une boîte à outils en fonction des objectifs et des caractéristiques de chaque client. Il doit pouvoir effectivement piocher dans sa boîte à outils les bonnes compétences. Donc c'est des formations techniques, mais c'est aussi des formations qui naissent sur la préparation mentale, sur la micronutrition, sur la gym abdo-hypopressive, sur la capacité à véhiculer un message à une personne aussi. Donc c'est vraiment des formations qui sont larges et donc adaptées au métier. Le mental et la motivation occupent-ils aussi une place importante dans le coaching? De plus en plus. Avant, le coach sportif n'en tenait pas compte. Maintenant, on s'aperçoit que dans la vie d'un coach, il y a des situations où on se retrouve en blocage avec un client, on n'arrive pas à casser le plafond de verre. Et donc, travailler sur la préparation mentale, c'est quelque chose qui permet effectivement de répondre encore mieux aux objectifs clients et à avancer davantage en fait en accord avec eux vers l'objectif qu'ils ont. Donc la préparation mentale est primordiale maintenant. Oui. Alors maintenant on va parler des réseaux sociaux. C'est un plus, c'est un moins. Est-ce que ça a changé la vision du coaching sportif? Oui, pas forcément en bien. C'est pour ça que je dis il y a deux aspects, il y a un miroir. Alors en fait. oui, parce que ça fait la promotion d'un job aussi, ça fait la promotion de l'activité sportive, donc à travers ça c'est bien. Maintenant, les réseaux sociaux véhiculent aussi des bons coachs et des mauvais coachs, des gens qui ne sont pas diplômés, qui pour autant vont s'afficher en tant que coach sportif aussi. Donc il y a du bien et pas bien. Il y a un diplôme, il y a quelque chose qui sanctionne le fait d'être coach sportif? Bien entendu. Et heureusement en fait, il y a une carte professionnelle qui est délivrée.
Et donc pour avoir accès à ce métier-là, il faut passer par certains diplômes. Donc on connaît tous les BPGEPS, les anciens brevets d'État, mais maintenant c'est les BPGEPS. Il y a le CQP, donc instructeur finesse, que l'on dispense dans notre école nous aussi. Mais il y a des cartes professionnelles délivrées donc aux kinésithérapeutes aussi, ou à des gens qui se sont passés par STAPS. Donc il y a tout un tas de voies. Mais oui, c'est pas ouvert à tous et tout le monde ne peut pas effectivement légalement contre rémunération en fait officier. Le partenariat avec le Salon Sport Santé et APA a-t-il une signification particulière pour vous ? C'était une évidence. L'enseigne Domicile Gym a toujours eu en fait comme ADN la santé, le sport. Donc il était logique effectivement que l'on participe à ce salon-là aussi. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui souhaitent reprendre une activité physique ? De la patience. C'est ce qui manque à toutes les générations qui arrivent. Tout le monde veut vite, rapidement et bien. Je vais dire que la première chose, c'est de mettre les fondations comme il faut, avec des professionnels qui vont asseoir une pratique sécuritaire, une progressivité, une adaptation à leur niveau, à leurs problématiques physiques, et de prendre le temps. Voilà, les choses se construisent petit à petit, il ne faut pas aller plus vite. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de motivation aussi ? Parce qu'on est tous pareils, Oui. on se dit on y va pas, on y va pas. Est-ce que là vous intervenez... Enfin, c'est vrai une question qu'on a le droit de se poser aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. On a envie, mais alors il faut faire le premier pas. Et c'est peut-être là où il y a un vrai travail à faire, non ? Oui, c'est un travail que l'on doit faire tous en fait. C'est les médias qui vont agir sur ça, c'est les campagnes de promotion qui vont agir, c'est l'environnement qui va agir. Moi, je pense qu'on a la chance d'être sur un pays quand même où on fait quand même beaucoup la promotion de la santé à travers le sport. Et donc petit à petit, je pense que les choses rentrent dans la tête des gens. Maintenant, effectivement, pour se lancer dans l'activité sportive sous une forme ou une autre, il faut qu'il y ait un sens. Voilà. Et tant qu'on ne trouve pas ce sens-là, les choses sont compliquées. C'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent dans les salles au printemps, quand il fait beau ou autre, et puis finalement, au bout d'un mois ou deux, ils ne se sentent pas. C'est parce que le sens profond n'y est pas aussi. Donc il faut travailler beaucoup sur le sens. Donc c'est un travail de longue haleine de tous. Il faut tous qu'on œuvre pour effectivement donner un sens à la pratique sportive. On va aller un peu plus loin. Comment imaginer le futur du coaching sportif dans les prochaines années ? Je l'espère bien, pour nous déjà. Mais je pense qu'il sera bien, parce que de toute façon, il y a de la place pour tous. Souvent, on me demande, mais est-ce que c'est pas concurrentiel des salles ou pas ? Je dis non, parce qu'effectivement, c'est une clientèle à part. Et je pense que que ce soit les salles, que ce soit les kinés, que ce soit les coachs sportifs, on a tous une clientèle particulière qui nous attend. Il ne faut pas qu'on se marche dessus, il faut qu'on travaille main dans la main. Et je suis quasi certain que le coach sportif ou les salles ont encore un bel avenir. Et de plus en plus encore, oui. Pour conclure, concrètement, vous accueillez les gens chez vous dans une salle ou c'est les gens qui vont de... Pas du tout. Ça, voilà. Ouais, non. Juste un petit peu plus de détails techniques. On est spécialisé, nous, en fait, sur le coaching sportif chez les particuliers. C'est donc, ça. Ce sont les gens qui nous font venir chez eux. D'où ma question. Voilà, c'était bien chez eux. D'accord. Chez eux. Voilà, donc on s'installe là-bas, ils vont chez les personnes et voilà. Voilà, c'est ça. Alors c'est des avantages certains, ça veut dire qu'on n'a pas à se déplacer, c'est un gain de temps, c'est un gain de motivation aussi, parce que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que les gens aient envie ou pas envie, fatigué ou pas fatigué, le coach sonne. Donc c'est ça qui est, non mais ça c'est motivant. C'est-à-dire que je parlais de motivation tout à l'heure. Peut-être qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que le fait qu'on soit engagé avec quelqu'un, la différence dans une salle, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, il faut se déplacer vers la salle. Oui. Là, la personne va venir, elle va sonner à la porte, qu'on ait envie. On est un peu pris en main. Oui. Et c'est l'intérêt de votre travail aujourd'hui qui fait que j'avais pas prévu, j'étais pas. Mais il est là, on y va. Et quelque part, c'est un peu ce travail-là qui est intéressant. Oui, alors, on oblige les gens, entre guillemets, de temps en temps, mais finalement, et vous l'avez vécu tous en fait, on a tous des moments en fait où on n'en a pas envie, et puis finalement, quand on a fait le pas et qu'on est dans une séance, on se dit « j'y suis hyper bien », et on ressort de cette séance bien. Voilà. Gros avantage du coach qui se déplace chez le particulier, c'est ça. C'est qu'à un moment, on va obliger la personne qui n'a pas envie. Alors, elle n'a pas envie chaque fois, enfin, elle a envie des fois quand même. Il ne faut pas croire qu'on a envie, que les gens n'ont pas envie. Mais on va obliger un peu, et c'est cette obligation un peu qui fait que les gens ont une pratique régulière et qu'il y a des progrès au bout, parce qu'en faisant une séance de temps en temps par-ci par-là, on ne peut pas avoir un progrès aussi au bout. Justement, tu parles de progrès, il faut combien de fois une fois par semaine, 2 fois par... C'est quoi le rythme que vous avez avec vos clients habituels ? Alors, je vais pas aller ce temps-là. C'est chaque personne va avoir son rythme, mais surtout en fait le rythme et la fréquence de pratique, elle est liée à l'objectif client. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pratiquer 1 fois par semaine, des gens qui vont pratiquer 2 fois par semaine, des gens qui vont pratiquer 3 fois par semaine, mais c'est l'objectif qui va nous amener à définir avec le client une quantité de travail qui va lui permettre d'atteindre cet objectif-là. Voilà. Dans l'ensemble, déjà pour une personne qui ne fait rien
depuis un certain temps et qui reprend une activité ne serait-ce qu'une fois par semaine, eh bien, on voit nous qu'avec nos évaluations, on a des bons résultats. Par contre, si c'est une personne qui est habituée à avoir une pratique régulière et qui veut un objectif ou autre, ben là, il faudra peut-être faire un peu plus, quoi. Mais déjà, il faut dire aux gens que déjà faire une fois par semaine, ben, c'est déjà mieux que rien faire. Et c'est déjà un pas contre la sédentarité. Voilà. Une adresse, un mail pour vous joindre? Oui, on a un site www.domicilegym.fr. Il y a toutes les informations et sur les formations et sur les coachs qui sont partout présents en France. Parce qu'on a 180 coachs présents en France et en Suisse. Donc vous trouverez leurs coordonnées sur ce site-là aussi. Merci beaucoup Franck d'avoir partagé avec nous ta vision sur le coaching et la formation du sport santé. On retiendra que le coach sportif aujourd'hui est bien plus qu'un préparateur physique, il est aussi un accompagnateur du bien-être et de santé. Tout à fait. Voilà, c'était aussi, on parlait de sport, la première mi-temps, deuxième partie avec Franck Safron, directeur du Coach Sportif Academy et partenaire du salon. Merci Franck. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est la mi-temps, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième mi-temps avec Jean-Michel Raymond et Nadine Garcia. Ne bougez pas, retour rapide au vestiaire, on respire et on reprend notre souffle. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport dans cette émission spéciale du Salon Sport Santé et Activité Physique Adaptée. En deuxième mi-temps, nous recevons Jean-Michel Raymond, expert sport santé et acteur engagé dans la promotion de l'activité physique et du sport santé. À travers son expérience de terrain, il accompagne différents publics dans la pratique sportive avec une approche centrée sur le mouvement de bien-être, la prévention et la transmission. Le rôle des éducateurs sportifs est aujourd'hui essentiel pour encourager chacun à pratiquer une activité physique adaptée, durable et accessible. Jean-Michel, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, je suis ravi d'être parmi vous et c'est un grand honneur de participer à cette émission. Merci en tout cas. Comment le sport est-il devenu une véritable vocation dans votre parcours ? Alors, je ne vais pas faire comme Obélix, je ne suis pas tombé dans la marmite, mais pas loin. Bon, très jeune, j'ai toujours fait de l'activité physique, du sport. Mon papa était chasseur alpin, donc déjà, je grimpais sur les sommets assez rapidement. J'ai fait le Mont Blanc, j'avais 10 ans, donc voilà, donc j'ai une bonne expérience sportive. Et puis, chaque fois que je voulais faire un sport, mes parents étaient d'accord, ok, donc j'ai jamais été gêné là-dedans. Et j'ai construit un petit peu cette activité, cette pratique, le fait d'être motivé aussi par mon instituteur, mes instituteurs, le curé du village aussi, qui était un ancien boxeur, donc il m'a appris la boxe. Donc voilà, donc j'étais baigné dans le milieu sportif et dans le petit village où j'habitais, tout le monde pratiquait une activité sportive. Donc ensuite j'ai enchaîné bien sûr dans la profession, j'étais prof d'éducation physique parce que c'était un métier qui me tenait à cœur. Et après je suis passé au ministère des Sports où j'ai basculé sur le côté haut niveau. Quel est aujourd'hui votre rôle en tant qu'expert santé ? Au départ, ce domaine-là, c'était pas trop ma prédiction, c'était plutôt le haut niveau. Donc, je suis à l'INSEP, donc je m'occupais surtout de la préparation physique, de la réathlétisation et aussi sur la formation des entraîneurs, sur ces domaines-là. Et parallèlement, j'avais un médecin avec qui je travaillais à la Fédération de boxe française qui avait mis en place dans les années 90 un DU sport santé, enfin ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était activité physique et bien-être ou je ne sais pas quoi. Et c'était assez théorique et il voulait en fait justement illustrer l'apport de l'activité physique par rapport aux différents types de pathologies. Donc il m'a posé la question en me disant voilà, si on parle par exemple d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires, est-ce que tu es capable de programmer des exercices spécifiques pour justement le bien-être du patient ? Alors, ce n'était pas un truc dans lequel j'avais travaillé. Et donc, je me suis renseigné, documenté et j'ai fait un parallèle en fait avec le haut niveau. Et on s'aperçoit qu'on est un peu dans le même principe. C'est-à-dire qu'un athlète de haut niveau, il est encadré par son entraîneur, son préparateur physique, son nutritionniste, son préparateur mental, etc. Et le patient, lui, il est son médecin l'encadre, le kiné, le diététicien, éventuellement le psychologue. Donc on se retrouve un peu dans la même configuration. Et donc c'est ça qui m'intéressait en fait. C'est tout le partage des données, le partage de l'expérience. Donc je me suis lancé là-dedans. Et petit à petit, je me suis perfectionné. Donc l'expérience faisant que je suis devenu expert parce qu'en fait, en côtoyant aussi des intervenants pour monter la formation, j'ai appris, je me suis construit aussi avec eux. Et ce qui me permet maintenant de maîtriser bien le sujet sur ce domaine-là. Alors le sport santé prend aujourd'hui une place importante dans notre société. Tout à fait. Comment percevez-vous cette évolution ? Alors, c'est une bonne évolution.
Mais dommage qu'elle ne soit pas là depuis très très longtemps, parce que le sport, entre guillemets, c'est la santé. La pratique d'activité physique ou des activités quotidiennes tous les jours, c'est très important. L'évolution, elle dépend de plein d'acteurs, donc bien sûr les professionnels de la santé, mais aussi le côté politique. Donc s'il n'y a pas les instructions, les décrets qui sortent pour qu'on développe ça, ça avance pas. Donc je veux me faire un peu le porte-parole de François Carré, le cardiologue, qui dit c'est un peu long à se mettre en route, quoi. Donc c'est une belle chose. Pour moi, ça devrait être évident, mais il y a un petit peu de retard à l'allumage, comme on va dire. Selon vous, quels sont les principaux bénéfices de l'activité physique au quotidien ? Ils sont multiples. Ils sont multiples sur le plan psychologique, sur le plan physiologique, sur le plan métabolique, etc. Bon, il y a plein d'articles scientifiques qui le prouvent et qui l'ont prouvé. Il n'y a plus qu'à mettre en place. Donc on a tous les éléments en France pour mettre ça en route. Alors il y a des écueils, il y a des blocages, etc. Il y a des petites guéguerres d'éducateurs, les licences APA, etc. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Si on s'entend bien, et c'est ce que je mets en place dans les formations à l'INSEP, notamment sur le DU Sport Santé, c'est le partage des compétences, le partage de l'expérience et surtout les réseaux. Donc c'est ça qui est important, qui va permettre de le développer. Dès l'instant où on aura compris ça, on pourra avancer plus vite. Selon vous, quels sont les principaux bénéfices de l'activité physique au quotidien ? Au quotidien, le quotidien, c'est se lever bon pied, bon oeil, c'est bien se sentir dans sa peau, même si on fait pas, même forcément on n'est pas forcément sportif. Dès l'instant où on se sent bien, qu'on sent qu'on respire, qu'on marche, quand on se lève, on n'a pas de douleur, on marche, on se lève, on va se balader, on va faire ses courses, etc. Le bien-être, il est physique, mais il est aussi mental. Et donc, si ça va bien physiquement, automatiquement, dans la tête, ça va mieux. Alors, ça peut être dans l'autre sens aussi. Si je suis bien dans ma tête, je suis aussi bien physiquement. Ça, c'est ce qu'on rencontre sur le haut niveau. Mais c'est un ensemble, en fait. Donc, c'est assez complexe, qui regroupe plein de compétences et plein de paramètres de l'homme et de la femme, avec chacun leur spécificité, parce qu'on n'est pas pareil, on ne perçoit pas les mêmes choses de la même façon. Et l'environnement, si j'habite à la campagne, si j'habite à la ville, si je me déplace, si je ne me déplace pas. Donc il y a tout un tas de paramètres dans lesquels il faut tenir compte de ça. Donc la santé, ce n'est pas simplement la personne, mais c'est l'environnement qui va permettre justement d'être en bonne santé. Ça, c'est important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes hésitent à reprendre une activité physique. Comment les rassurer ? Alors ça, c'est une question de culture. C'est-à-dire qu'il y a les croyances. Avant, les médecins, quand on était malade, on avait une maladie cardiovasculaire, il fallait rester allongé, il ne fallait surtout pas bouger parce qu'on avait peur que tout casse. Et maintenant, c'est l'inverse. Donc, on incite les gens à bouger. Donc, ça, c'est individuel. Ça dépend de l'éducation de la personne, dans quel milieu elle a été élevée. Si j'ai été élevé à la campagne, le travail, ça ne me pose pas de problème. Je marche, je fais les travaux de la campagne, etc. Si je suis à la ville, j'ai d'autres contraintes de déplacement, j'ai un environnement qui est plus pollué, etc. Donc tout ça, ça dépend de l'environnement, dans les conditions dans lesquelles on est élevé. Alors comment être attiré par l'activité physique ? Moi, je pense qu'il ne faut pas parler de sport. Parce que le sport, pour les gens, imaginez que vous n'avez jamais fait de sport, vous allez voir votre médecin et vous dit il faudrait que vous fassiez un peu de sport. Si vous n'en avez jamais fait, ça va vous paraître impossible parce que le sport, c'est l'image qu'on a, c'est de la compétition. Et on disait avant vous avec Gaël Hermé, justement, oui. Elle a fait un lapsus sur le sport, c'est la peur. En fait, c'est un peu ça quand même. C'est ça. Ça ressort, cette notion de mot sport en lui-même évoque finalement le haut niveau ou le truc complètement. Alors, ce qui est important, c'est quand on a affaire à un patient, il ne faut pas lui dire qu'on va faire du sport. Il faut déjà lui demander ce qu'il fait dans la journée. À quelle heure il se lève, qu'est-ce qu'il fait, il marche, il va faire ses courses, ou bien il prend le bus, il prend le métro, il prend sa bagnole, etc. Donc déjà, on prend les repères de la vie quotidienne, on essaie de repérer les niveaux d'intensité physique qu'il met en place, s'il monte les escaliers ou bien s'il prend l'escalator, s'il n'a pas de déplacement, etc. Donc il faut faire déjà un premier temps. Et si vous avez affaire, par exemple, quelqu'un qui est maçon ou qui est bûcheron, vous n'allez pas lui dire, attendez, il faut que vous fassiez 2 heures de sport par jour. Il va vous dire, attendez, non. Je peux vous donner un exemple. J'ai été préparateur physique à l'USAP, à Perpignan.
dans les années 98 jusqu'à 2003, j'avais affaire à des vignerons, à des agriculteurs. Donc quand ils venaient me voir pour les séances de préparation physique, ils me disaient « Mais on a passé la journée sur les lignes, tu veux venir avec nous et tu vas voir comment tu es ». Donc on est obligé de s'adapter à ça. Donc un préparateur physique ou un éducateur sport santé, il doit tenir compte de ces contraintes-là. C'est pas, il faut faire, l'OMS a dit, il faut faire 150 minutes d'activité aérobie ou bien 75 minutes d'intensité soutenue. Oui, d'accord, il y a des repères, mais il faut tenir compte d'abord de ce que fait l'individu. Donc ça, c'est assez complexe. Et en plus, s'il a une pathologie, alors là, il faut l'adapter. Je crois que tout le monde n'est pas au même niveau non plus. Mais non, complètement. Il faut accepter cette spécificité. Tout à fait, et c'est ça l'important. C'est-à-dire, donc pour effacer cette peur, il faut dédramatiser. Et dramatiser, c'est-à-dire que ce que vous faites dans la journée, c'est bien. Il faut continuer. En fait, vous faites du sport, il faut leur dire. Voilà. Mais oui, voilà. Simplement. Alors, il faut leur dire que le sport, c'est un peu codifié. Monter les escaliers, c'est du mais sport. Quelles sont vos activités de la vie quotidienne? Tout à fait. Voilà, c'est ça qui est important, dans un premier temps. Et après, on peut construire et l'amener à une pratique sportive. Mais dans un premier temps, rien ne sert d'aller trop vite, quoi. C'est pour ça que les gens ont un petit frein par rapport à ça. Alors justement, le rôle de l'éducateur sportif a-t-il évolué ces dernières années? Oui, alors il faut qu'il évolue surtout. Il faut pas que ça soit un théoricien, il faut que ça soit un homme de terrain. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait de l'expérience, il faut qu'il soit confronté à différents types de situations, de pathologies ou de patients et qu'il puisse s'adapter. Alors, pour s'adapter, il faut avoir des connaissances, donc il faut avoir un peu de théorie quand même, il faut maîtriser les pathologies et voir dans quel type d'intensité ou dans quel type de volume je vais mettre le patient. Si je programme un exercice, ça dure tant, c'est à telle intensité par rapport soit à la fréquence cardiaque, soit à la VO2, donc ça, on a les outils pour ça. Mais il faut que ça soit, ce qu'on appelle ça, c'est l'acronyme RASP, donc c'est régulier, adapté, sécurité et progressif. Voilà, donc c'est ces mots-là qu'il faut retenir. Donc les éducateurs, ils évoluent là-dedans. Donc il faut bien leur faire comprendre que ce n'est pas un métier où c'est toujours pareil. Donc au contraire, c'est très diversifié. Donc ce qui fait l'attrait de ce métier-là, c'est qu'on a affaire à différents types de personnes. Donc il faut une grande capacité relationnelle, humaine et d'adaptation. Ce qui m'amène à la question qui suit, le lien social est-il un aspect important dans la pratique sportive? C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important parce que l'isolement est un drame, comme la sédentarité. Et les gens vivent de plus en plus seuls. Et même les adultes entre 20 et 30 ans, donc il y a une majorité de gens qui vivent seuls. Et donc le côté social, ça permet justement de faire des liens, de dynamiser l'individu. Et là, on est plutôt sur le côté mental, le côté psychologique du développement. Quelqu'un qui a une relation avec un groupe d'amis ou même d'autres personnes, etc., c'est quelque chose de très important et qu'il faut mettre en place. Donc quelqu'un qui est toujours tout seul, il faut même la première chose à faire, c'est le mettre dans un milieu, dans un groupe où il puisse échanger. Et le sport, ou bien l'activité physique, est un facteur favorisant parce qu'on peut pratiquer une activité physique en groupe. Et ça, c'est le plus important. Alors, il y a ceux qui veulent se remettre aussi au sport. Oui. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes par rapport à ces personnes? Alors là, c'est un autre domaine, c'est-à-dire que l'ancien sportif, il a l'impression qu'il a le même niveau qu'avant, il a ses jambes de 20 ans, mais quand on lui fait faire d'activité, il s'aperçoit que ce n'est pas la même chose. Donc, il faut faire très attention quand on a affaire à un ancien sportif, parce qu'il veut retrouver un petit peu les sensations, donc les sensations internes. Quand on fait du sport, on a plein de sensations hormonales, physiologiques, etc., mentales, et il faut aller doucement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut que ça soit progressif. Il faut bien faire comprendre à l'individu qu'il ne va pas retrouver sa performance d'il y a 20 ans. Là, il faut de l'humilité. Voilà, il faut être humble, il faut aller dans le bien-être, c'est-à-dire que là, avant, c'était la performance. Donc la performance, c'est gagner un match, courir vite, lancer loin, etc. Mais là, la performance, c'est être bien, être le bien-être. Donc là, à partir de là, eh bien, il faut questionner le patient. Pour vous, c'est quoi le bien-être? Et là, il va vous donner tous les éléments. Et à partir de là, vous allez construire avec lui. Donc un projet de santé, ça ne se fait pas par le biais de l'éducateur. C'est en collaboration avec le patient, avec la personne qu'on accompagne. Alors le mental joue un rôle important dans cette pratique sportive. Complètement, parce que c'est un des éléments le plus important, ça va jouer sur la motivation. Ce qu'on appelle la boucle de Rorschach, c'est-à-dire que quand on prend un individu,
On voulait dire, voilà, vous voulez aller faire un peu d'activité physique? Pas tout de suite. Là, je le sens pas. Bon, on laisse faire. Et puis, au bout de 2-3 semaines, il va dire, tiens, allez, je veux bien essayer. Donc là, il accepte. On se met dans un processus d'approche de l'activité physique. Et puis, on essaie de pérenniser. Alors, soit ça se casse la figure parce que c'est trop difficile ou trop complexe, ou bien la notion d'effort est importante. C'est-à-dire que quand on est sportif, on sait ce que c'est que de faire de l'effort, on sait ce que c'est que de transpirer ou avoir une fréquence cardiaque qui monte, etc. Un patient qui n'a jamais fait de sport, si vous lui faites une activité trop intense, il va s'essouffler, il y a le cœur qui va monter, et il va trouver ça anormal. Il va dire, non, j'arrête, je ne suis pas bien là. Mais parce que c'est une notion d'effort. Donc ça s'apprend. Donc il faut aussi mettre en place ce processus-là et petit à petit monter dans les tours, mais surtout qu'il soit autonome et responsable. Mais c'est un projet partagé. C'est-à-dire que l'éducateur sportif ou l'accompagnant ou le coach doit partager et bien mettre son projet en fonction des besoins du patient. Ce n'est pas l'inverse. Alors je vais aller un peu plus loin maintenant. Oui. Grosse question, comment sensibiliser davantage les jeunes générations bien fait du sport? Parce que souvent ils sont avec les doigts, ils ont des problèmes on rentre sur un sujet pouce, un peu politique, c'est-à-dire que déjà s'il y avait un peu plus d'éducation physique à l'école, les enfants seraient peut-être plus motivés. On peut le dire. Voilà, donc je pense que vous avez eu une éducation physique comme moi, c'est-à-dire qu'on avait peut-être 2 heures de sport, comme on disait. Et pendant les 2 heures, on bougeait. C'était à fond. Voilà, c'était à fond. Là, maintenant, quand on regarde les heures, on a supprimé les cordes, on a supprimé plein de choses. On ne peut plus aider les gamins, on ne fait plus du grimper de corde parce que s'ils tombent, ils vont se faire mal. Enfin, on est toujours dans la prévention. Il faut prendre des risques dans la vie, et tout jeune. Et quand on lâche les enfants dans la nature, moi je vais illustrer ça rapidement. Je suis allé en Guadeloupe pour sélectionner des jeunes boxeurs en boxe française. J'ai même pas eu besoin de leur faire des tests physiques. Ils ont des compétences naturelles. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toujours dehors, ils grimpent aux arbres, ils sont dans l'eau. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le milieu, déjà, favorise. Alors ça peut être un handicap. Mais maintenant, les enfants, ils ne peuvent plus sortir dans la rue, on les kidnappe, on les tue. Enfin, c'est n'importe quoi. Comment sensibiliser davantage? C'est une idée que je vous demande, en fait. Alors, comment les sensibiliser? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il y a les outils vidéo. Alors, ça veut dire ils vont regarder les écrans. Non, donc, il y a déjà un intérêt. C'est-à-dire qu'ils regardent le sport. Après, il faut essayer de les inciter à pratiquer parce que l'enfant, il a besoin de jeu. Il a besoin de repères. Donc, si on aborde le côté de la pratique, entre guillemets, sportive sous la forme du jeu, et c'est le rôle des éducateurs, c'est le rôle de l'école, ça, c'est hyper important. Si on ne fait pas bouger les gamins, dès le départ, comment voulez-vous qu'ils aient des sentiments de bouger, etc. Donc, je pense qu'il y a deux facteurs qui sont importants pour que l'éducateur il puisse en profiter. C'est l'école, donc de l'école primaire jusqu'à la terminale, voire l'université, parce qu'en université, les gamins ils bougent plus, c'est une catastrophe. Et après, les parents. Il faut que les parents, même s'ils ne sont pas sportifs, ils doivent aussi accompagner. Donc c'est un projet commun en fait, mais c'est difficile. Alors comment imaginer maintenant l'avenir du sport santé dans les prochaines années pour conclure un peu? Alors il faut être positif, c'est-à-dire que le sport santé, on pourra dire c'est la vie, mais c'est quelque chose d'important parce que, alors bien sûr, politiquement ça fait faire des économies, mais ça ne fait pas faire des économies à ceux qui fabriquent les médicaments. Donc on joue sur deux rails. Et il faut que les gens prennent conscience qu'en construisant une vie saine, donc bien dormir, bien manger, bien bouger, déjà, on va parler de ça, on ne parle pas forcément de faire du sport, mais il y a des éléments d'hygiène de vie qui sont très importants, une bonne nourriture, un bon sommeil et une activité physique régulière, même si elle n'est pas intense, même si je ne fais pas forcément du sport. Si je vais à l'école à pied, par exemple, moi je vois vers chez moi, les gamins, on les amène en voiture, quoi. Ils habitent à 500 mètres, faut pas exagérer quand même. Donc ça, il faut bannir ces trucs-là. Enfin, je sais pas comment on peut faire, mais c'est par des petits trucs comme ça qu'on pourrait arriver à remotiver les gens, le bien bouger. Parce que quand on a l'habitude, après ça devient normal. Comme ça devient normal actuellement de regarder les écrans. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup Jean-Michel, en tout cas pour cette passion qui ressort. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience, votre vision de sport santé et d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale du salon Sport Santé, Activité Physique et Adaptée. On retiendra que l'activité physique est aujourd'hui un levier essentiel pour la santé, le bien-être et le lien social. Et merci à vous. Merci bien, à bientôt en tout cas.
Après avoir découvert avec Jean-Michel Raymond comment l'activité physique adaptée s'impose aujourd'hui comme un véritable outil de prévention, d'accompagnement et de santé publique, nous allons poursuivre cette deuxième mi-temps avec Nadine Garcia, la présidente de ce salon de sport, santé et activité adaptée. Avec elle, nous allons dresser un premier bilan de ces 2 jours passés ici à Toulouse. Pour conclure cette émission spéciale, et si on parlait sport sur ce salon sport, santé et APA qui se déroule à Toulouse, on va accueillir maintenant notre présidente Nadine Garcia. Bonjour Nadine. Bonjour. Alors très content de t'accueillir pour conclure un peu tout ce travail qu'on a fait avec tes partenaires et exposants. C'était un plaisir de les recevoir. Moi j'aimerais avoir un peu le retour. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui après cette nouvelle édition du salon? On rappelle qu'il y avait eu le salon 2025 à Mondonville. On est aussi aujourd'hui à Toulouse, peut-être ailleurs demain. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Beaucoup de fatigue j'imagine. Oui, c'est sûr. ça demande beaucoup de travail, mais c'est un travail plaisant parce que quand on voit le retour déjà des exposants, des visiteurs sur ce qui a été mis en place, c'est très réconfortant. Alors, quel bilan un bilan premier niveau, parce que le salon n'est pas complètement terminé, on est d'ailleurs en plein salon encore, mais quel premier bilan on peut tirer sur cette édition de cette année 2026? Des bons retours, de l'implication, de la participation, que ce soit aux conférences, aux ateliers pratiques, au niveau des exposants, c'est assez positif. Tu avais combien d'exposants cette année pour se resituer à peu près en gros? Plus d'une soixantaine, il y avait 59 stands, mais il y a aussi des co-exposants, donc plus d'une soixantaine d'exposants. Donc un programme chargé avec effectivement des conférences, des rendez-vous, et les gens peuvent se rencontrer, c'est un peu l'objectif que tu souhaitais faire. Oui, c'est un salon qui était ouvert aux professionnels mais aussi au grand public, donc c'était assez ouvert à tout le monde, entrée gratuite en plus. Et avec des animations, en plus on pouvait pratiquer. Complètement. C'est ça qui était intéressant, découvrir un certain nombre de disciplines. D'ailleurs je me suis approché des fameux ballons que je ne connaissais pas, et j'ai pu m'approcher, poser des questions à tes collaboratrices. C'était impressionnant parce qu'on ne s'aperçoit pas de tout ce qu'on peut faire avec ce ballon. Enfin, tu n'appelles pas ça un ballon, toi tu appelles ça un pilate. C'est un postural ball. Voilà. En fait, c'est de la posturologie sur ballon. Voilà. C'est complètement différent de ce qui existe. C'est vraiment... c'est une approche différente. Je rappelle, basiquement, j'avais moi utilisé ce ballon-là pour m'en servir comme dans un bureau. J'avais trouvé une pub là-dessus. Et donc j'étais voir avec les collègues en disant voilà, je fais ça, mais je n'étais pas forcément fanat. Et elles m'ont expliqué, j'ai pu avoir des explications, la manière de travailler, parce que il ne faut pas y rester trop longtemps, il faut savoir l'utiliser. J'ai trouvé ça très sympa et c'était très intéressant de venir au contact des différents exposants. Et en plus, ils sont super agréables, super sympas. Et ça, un grand merci en tout cas, c'était une belle découverte. Oui, mais vraiment... il y a vraiment de très bons exposants, enfin vraiment très professionnels, vraiment diversifiés. Vraiment dans le sport, il y avait vraiment dans le sport, la santé, le sport santé, l'APA, enfin vraiment et en plus avec des animations, des innovations, des lancements de concepts, de franchises, enfin vraiment c'était très bien. C'était une vraie fête du sport en fait. Oui, complètement. Alors le salon met en avant depuis plusieurs années le sport comme outil de santé. C'était ton idée de départ, tu voulais vraiment mettre ça au centre. Est-ce que tu as senti une évolution des mentalités dans ce domaine ? Ça évolue de plus en plus, même dans le secteur professionnel, mais aussi le grand public qui commence à se rendre compte que c'est important. Mais il faut continuer la démarche d'informer encore davantage, de faire comprendre l'utilité de l'activité physique et du sport, mais comment on le fait. Comment on le fait et pour quel intérêt. Et rabâcher que le sport, quand même, le redire, le faire comprendre que ça aide à préserver la santé, ce qui est important, que ça aide à améliorer le bien-être mental, on ne le dit pas assez, et à créer du lien social, c'est important, et à mieux vivre au quotidien. Donc tout ça, ce sont des éléments. Le mot sport fait un peu peur. Je discutais avec Gaël Hermé, qui avait un lapsus là-dessus, en disant le sport fait peur, mais en fait, c'est une vérité dans la tête de l'inconscient des gens, mais finalement, au contraire, c'est complètement positif le sport, et ça ne devrait pas faire peur. Ça, au contraire, le mot sport en lui-même est quelque chose d'un bienfait qu'il faut savoir que lorsque vous montez l'escalier, quelque part, vous faites du sport. Complètement. Dès qu'on fait du mouvement, ce qui est important, c'est de pratiquer quelque chose qui nous correspond, qui soit adapté, qui nous donne envie de continuer, qui nous permettent surtout d'être aussi accompagnés. Ça, c'est très important. Là, quand on voit, par exemple, Gaël Hermette ou Stéphanie Moton, c'était en table ronde tout à l'heure, elles expliquaient que il y avait du rugby santé pour toutes les femmes
atteintes de cancer du sein et qu'il était important après ou pendant le traitement ou après le traitement de pratiquer une activité physique, mais qu'il faut que ce soit adapté en fonction de leur capacité et surtout avec accompagné de professionnels. Donc on sait que même avec la maladie, il faut bouger. Alors, quels ont été, en quelques mots, les temps forts de ce week-end ? Alors, les temps forts. Beaucoup de retours. Je pense que beaucoup ne s'attendaient pas à un salon aussi professionnel. Ça, c'est des retours que j'ai eus, que ce soit des professionnels ou du grand public, quand ils sont rentrés, en termes d'organisation, de gestion, etc. D'ailleurs, je suis ravie que cette émission, et si on parlait sport, soit sur ce salon. C'est innovant. Et ensuite, aussi les liens, les relations, les synergies, les complémentarités, ça a été vraiment... même entre les exposants. Vraiment, il y a une belle énergie positive. En tout cas, les invités que nous avons reçus dans ces émissions étaient ravis en même temps de pouvoir s'exprimer, de pouvoir raconter des choses. Et c'est ça que l'on voulait faire, nous, avec toi. C'est vrai, il y a un salon, les gens peuvent voir, mais en même temps, pouvoir faire passer le message pour tous ceux qui vont nous écouter. Et il y a eu des choses très belles qui ont été racontées, qui ont été expliquées par tes différents invités. Et nous, on est très heureux de pouvoir les recevoir aussi. Alors, le salon a réuni des acteurs très différents, on le disait, professionnels de la santé, éducateurs sportifs, associations, entreprises. Pourquoi autant de diversité ? Parce que tu me dis c'est un salon professionnel, mais c'était ouvert au grand public et à tout le monde. Donc les deux. Les gens sont venus, pas forcément des pros, mais pour découvrir. Mais c'est pour ça qu'il fallait que ça soit varié, mais surtout dans le même thème, mais complémentaire. C'est-à-dire que tout le monde est complémentaire, que ce soit les kinés, que ce soit les ostéos, que ce soit les EAPA, que ce soit les associations, les fédérations, les institutionnels, que ce soit le secteur privé, les clubs privés. Là, on n'est pas dans le sport professionnel, on est dans le sport point, c'est-à-dire ce sport ouvert à tous. Le sport, ça va du sport où on va marcher tout simplement au sport amateur. Enfin, c'est vaste le domaine. C'est vaste, mais toujours en lien avec le sport santé et l'activité physique adaptée. Et c'est très vaste. Regardez, on a même un stand de golf. Donc, on n'a pas juste on a des innovations avec des appareils cognitifs. Enfin voilà, c'est vraiment très vaste. Non, mais c'est intéressant de parler de l'accompagnement dont j'en parlais avec un de tes invités tout à l'heure, de vouloir se relancer dans le sport, mais pas savoir quoi faire. Le danger, c'est de se faire mal. Le sport, il peut être dangereux si on ne se prépare pas bien, si on veut se remettre au sport et croire qu'on a encore 20 ans et qu'on est encore capable de faire des choses, et si on ne prend pas conseil. Alors c'est ou dans des clubs bien sûr, mais aujourd'hui il y a aussi ce qu'on appelle des coachs sportifs qui s'est complètement démocratisé aujourd'hui. On peut aller rencontrer des gens qui vont bien vous conseiller, vous permettre vraiment d'évoluer. Ça, c'est des choses qu'on a vues dans son salon. Il y a ça, et puis c'est surtout que maintenant il y a tellement de formations justement pour les accompagner à ces coachs, pour pouvoir proposer justement, pour pouvoir accompagner le grand public justement à ça. Donc du coup, ça les professionnalise encore plus, et puis c'est surtout que ça permet d'adapter vraiment l'activité, le sport, voilà, parce qu'il n'y a pas juste le corps, il y a aussi le mental. Voilà, donc du coup, comme c'est en lien, on est un corps, il y a un mental, et il y a les deux, et il faut prendre soin des deux, parce que tout est lié entre les deux. Et donc là, même en professionnel, on a aussi, par rapport, des propositions sur le bien-être mental, le bien-être corporel, pour faire du bien, pour améliorer sa santé, pour en tout cas faire de la prévention aussi. On va parler d'activité physique adaptée, puisque c'est le sport aussi pour l'activité physique adaptée. Pourquoi ça occupe une place aussi importante dans l'événement et pourquoi c'est essentiel pour toi ? L'activité physique adaptée, c'est le secteur santé. Il y a de plus en plus de maisons sport santé. D'ailleurs, on avait le pôle ressources national des maisons sport santé qui était représenté qui est représenté sur le salon. Et donc, il faut savoir qu'il y a plus de 500 maisons sport santé en France. Ça, c'est le secteur médical où ça va être plus dans le secteur thérapeutique, accompagner les patients pour pouvoir reprendre de l'activité physique, être accompagné. Et après, il y a le sport santé qui est plus dans le milieu sport plutôt que santé. Et donc, les deux sont en lien, les deux sont Le but de ce salon, c'est montrer aussi que c'est de la synergie tous les deux. C'est-à-dire, on passe par l'un, les patients, et après, on les envoie dans le secteur sport santé. Voilà. Pour moi, c'est un petit peu ce que j'aimerais ajouter justement par rapport à ce salon, c'est faire comprendre la différence des deux et la complémentarité des deux.
Alors l'activité physique adaptée, ça finalement joue un rôle essentiel dans la prévention, la rééducation et le maintien de l'autonomie. C'est un petit peu ça le principe. C'est tout à fait ça. Voilà, donc c'est un petit peu le travail aussi. Donc c'est ce mélange des genres qui aujourd'hui fait ce salon, et c'est de mélanger les personnes, C'est les deux. se rencontrer. Ça, c'est à mon avis essentiel. C'est les deux. Et c'est ce que tu as réussi. Il y a les deux. Il y a le secteur santé, le secteur sport pour la santé de tout le monde. Alors le lien humain semble également être très présent sur ce type d'événement, on en parle. Est-ce que quelque chose qui te tient particulièrement à cœur, faire rencontrer les gens finalement? Bah oui, parce que c'est important aussi de créer des liens, de mettre en relation pour pouvoir justement aller. Le but c'est quoi? C'est au grand public, que ce soit les professionnels, c'est pour le grand public aussi, c'est pour les gens. Donc c'est leur apporter quelque chose qui va permettre d'être mieux dans leur corps et dans leur tête. Donc pour ça, si on le fait chacun de son côté, ça va pas aller bien loin. Alors que si tout le monde crée des liens, tout le monde s'accompagne, tout le monde est en relation avec ça, ça va être beaucoup plus fort. On sent que le sport est quand même une dynamique par les temps qui courent, qui rassemble les gens. Je prendrai cet exemple, tu l'as vécu comme moi, tu as entendu hier soir, cette espèce d'enthousiasme qu'il y avait pour la victoire autour d'une activité où les gens de tous bords se sont rencontrés. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On sait qu'à travers ces exemples un petit peu extraordinaires, le sport rassemble, le sport se retrouve, on est capable d'aller boire un coup ensemble. Il n'y a plus rien autour que le fait de se rencontrer, pas de différence entre les gens, et c'est ça qui est assez superbe. Ben oui, c'est ça. Oui, hier soir, à notre cocktail, on avait mis le grand écran. Et donc tout le monde, même ceux qui ne se connaissaient pas, on a fini par se connaître. Hein. Voilà, à la fin, tout le monde se prend dans les bras parce qu'on a gagné. C'est vrai que c'est cette victoire en fait, c'est la victoire du sport, et je pense qu'il faut ne plus avoir peur de ça. Quel retour tu as reçu finalement justement de tes visiteurs, tes partenaires pendant ces quelques jours? Alors, le retour, c'est les encouragements. Les encouragements à continuer, les encouragements à persévérer, à maintenir ce salon national Sport Santé et APA, et aussi de la proposition d'aide pour la suite. Alors justement, organiser un événement comme celui-ci, ça représente certainement un énorme travail de collectif, puisque tu n'es pas toute seule, mais c'est quand même toi la tête pensante, et voilà, on sait ce que c'est quand on dirige, quand on organise. Est-ce que tu veux adresser un message particulier à toutes tes équipes et puis aux partenaires qui étaient là? Ok, oui. Ok, oui, je les remercie. Tout seul, on ne fait rien. Même si ça fait plus d'un an que je suis dessus, pratiquement tous les jours, mais tout seul, on n'est rien. Moi, je remercie énormément tous les collaborateurs. Déjà Bruno Armette, Virginie Fabre, tous les partenaires, exposants aussi qui étaient là l'année dernière, qui m'ont dit nous on vient. Tous les bénévoles, parce qu'on a beaucoup de bénévoles aussi. On a aussi tout l'espace institutionnel, Maison Sport Santé, la mairie de Toulouse, le conseil départemental, la région, la Dragesse. Enfin voilà, j'en manque peut-être, j'espère que non. En tout cas, je les remercie tous. En tout cas, grâce à eux, on passe du domaine de « on va faire » à celui de faire. C'est-à-dire que c'est bien de parler des choses. On a toujours des grands discours sur le sport santé toute l'année. Mais là, toi, tu as osé, tu as pris ton petit bâton et tu t'es démarré de pèlerin et tu t'es dit on va le faire. Moi, je trouve que c'est encourageant et qu'il faut qu'on t'aide et qu'on continue à faire de ce type de salon des rencontres. Les gens ont besoin de sortir un peu de leur cocon, de leur confort et de venir vers les autres. Et je trouve que moi, en tout cas, nous, l'équipe ici en Parle Sport, on est très contents d'avoir participé. Et on voulait te remercier aussi et à travers cette émission, parce que ce que tu fais, c'est bien pour tout le monde et c'est vraiment généreux de ta part d'avoir offert ce travail et ce salon à toutes les personnes. Et j'espère que les auditeurs, en écoutant cette émission, se diront l'année prochaine je vais venir. Alors ça m'amène à cette question, quelles sont les perspectives l'année prochaine? Alors les perspectives, c'est toujours continuer à mettre en place ce salon. Je ne peux pas vous dire encore exactement la date, voilà, et ni le lieu, on va voir. Mais en tout cas, voilà, on va commencer déjà à se reposer. L'envie est là malgré la fatigue. Oui, on va se reposer peut-être une petite semaine avant, on va faire le bilan et puis on va commencer à préparer la prochaine édition. Voilà, mais je voulais remercier aussi, j'ai oublié tout à l'heure, tous les exposants, parce que c'est grâce à eux aussi que le salon existe. S'il n'y avait pas d'exposants, s'il n'y avait pas d'animateurs dans les experts, parce que là, il y a des experts de renommée, les deux marraines, Bernadette de Gasquet et Gaëlle Hermette, qui m'ont dit oui de suite quand je leur ai proposé, qui sont là vraiment et qui s'investissent énormément et qui vont voir tout le monde, vraiment, qui sont très accessibles. Et aussi tous les animateurs, que ce soit des ateliers pratiques, parce que ils offrent aussi des cours collectifs très pro.
Ils proposent plein d'activités. Voilà, enfin, tout le monde, quoi. Voilà. Merci beaucoup Nadine pour nous avoir accordé ce temps. On sait que tu es bien pris encore pour ce salon. On va te souhaiter une bonne fin de salon. En tout cas, nous, on était heureux de participer modestement à notre mesure. Mais on te donne rendez-vous. Nous, on sera présents avec toi l'année prochaine. D'accord, avec plaisir. Merci à toi. Et merci à vous d'être venu aussi. C'est la fin de cette deuxième émission spéciale du salon Sport Santé et Activité Physique Adaptée, signée Et si on parlait de sport. Durant cette émission, nous avons découvert toute la richesse du sport santé à travers les témoignages, les expériences et les engagements de nos invités. Un immense merci à Gaëlle Hermé, internationale de rugby, enseignante en activité physique adaptée et marraine du salon, pour son regard inspirant sur le lien entre sport, santé et bien-être. Merci également à Franck Safron, directeur de Coach Sportif Academy, qui nous a rappelé combien les coachs sportifs ont aujourd'hui un rôle essentiel dans l'accompagnement, la prévention et la promotion de l'activité physique pour tous. Nos remerciements vont aussi à Jean-Michel Raymond pour son intervention, son expertise et son engagement en faveur d'un sport accessible, inclusif et bénéfique pour la santé de chacun. Un remerciement tout particulier à l'équipe du salon Sport Santé et Activité Physique Adaptée, avec une pensée spéciale pour sa présidente Nadine Garcia, dont l'engagement, l'énergie et la passion contribuent à faire de cet événement un rendez-vous incontournable dédié aux rencontres, au partage d'expériences et à la promotion du sport au service de la santé. Un coup de chapeau aussi à l'ensemble des partenaires, exposants, bénévoles, organisateurs et acteurs du mouvement Sport Santé qui contribuent chaque jour à faire avancer cette belle dynamique au service du mieux vivre et du mieux-être. Le sport est bien plus qu'une pratique, il est un formidable outil de prévention, d'inclusion, de lien social et de santé. Et c'est ensemble que nous continuerons à porter ce message. Cette deuxième émission vous a été proposée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Claire Sévrac, Sabine Degène, Mélanie Dahl, Léa Rochat et Laurent Garnier. Vous pouvez aussi la retrouver en podcast sur les plateformes habituelles ainsi que sur le site Et si on parlait de sport. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition du salon Sport Santé et Activité Physique Adaptée avec toujours la même ambition, promouvoir le mouvement, le bien-être et la santé pour tous. Merci de nous avoir suivis dans cette émission spéciale de Et si on parlait de sport. À très bientôt sur nos antennes, sur nos réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de podcast. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, continuez à bouger et à vivre le sport autrement.